Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial, rapide, donc qui sera monté peut-être un peu à l'arrache, parce qu'il y a une actualité brûlante, c'est celle de la controverse qui enfle beaucoup au sujet de l'insertion dans le sport et en particulier dans la boxe de personnes intersexes. Et il nous a semblé très important, voire urgent, d'apporter quelques précisions sur cette question. Alors déjà, la première chose, hein, attention, on ne parle pas de personnes trans, on parle bien de personnes intersexes. Ce n'est pas du tout la même chose, puisque justement, la cause des personnes intersexes, elle est en permanence instrumentalisée par les personnes qui se croient trans ou se disent trans, justement pour valider leur discours. Donc il y a certains points sur lesquels il est important de revenir. Et il ne s'agit absolument pas du même sujet, même si, bien sûr, les implications sur les droits des femmes sont présentes également. Et donc, Mélissa Plaza, sportive de classe internationale, a voulu revenir sur son témoignage et je vais lui donner la parole. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Bonjour Blandine et bonjour à toutes et tous. En effet, ça fait un petit moment déjà, Blandine, que je t'ai parlé de ma gêne, de mon malaise quant à ce témoignage que j'ai fait il y a plus d'un an et demi maintenant. Ça devait être en mars 2023. C'était un témoignage que j'avais préparé, comme je te l'avais dit, très bien préparé et sur lequel je m'étais fourvoyée sur un point et j'avais clairement fait de la désinformation en fait. Bien sûr, sans m'en rendre compte, avec aucune intention de désinformer les gens. Mais il se trouve que l'actualité fait écho à cette erreur, puisque à l'époque, j'abordais la question de Caster Semenya en disant que c'était une athlète intersexe et que je disais qu'elle était femme. Sauf qu'en vérité, aujourd'hui, j'en suis revenue parce que ce n'est pas une athlète intersexe femme, c'est un athlète intersexe mâle qui souffre d'un déficit 5-alpha réductase. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, je voulais, par souci d'honnêteté intellectuelle, revenir là-dessus. Je voulais aussi présenter mes excuses à toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast et je sais qu'elles sont nombreuses parce que je crois qu'il y a eu 3000 écoutes sur ce podcast. Donc, pour moi, c'est un gros raté. C'est un raté qui s'inscrit aussi dans mon parcours, en fait, parce que je le dis dans le podcast, j'ai un peu flirté avec le queerisme à mes débuts en tant que conférencière, puisque je tenais des discours ambigus en disant que oui, le sexe n'était peut-être pas si binaire que ça, parce que justement, le cas de Caster Semenya remettait en question tout ça. Donc, évidemment, tout ça était faux, je m'en rendais pas compte, et j'étais alimentée par les discours et les données pseudo-scientifiques qui étaient avancées par les sociologues comme Anaïs Bouillon, par exemple, qui est très en vue et qui est celle à qui on fait appel notamment dans les médias pour traiter de la question des intersexes, alors que évidemment elle tape à côté de manière en plus ultra péremptoire. Donc elle embarque avec elle beaucoup de gens. Et donc, bah, pendant longtemps, et sans m'en rendre compte, j'ai désinformé beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'ai tenu ce discours de oui, c'est peut-être pas si binaire que ça, c'est peut-être pas aussi simple. Peut-être qu'aujourd'hui, les critères qu'on choisit pour donner le sexe biologique des individus ne sont peut-être pas les bons. Peut-être qu'on pourrait en ajouter certains, etc. Donc, évidemment, j'en suis revenue, mais malgré tout, le mal est fait. Et finalement, dans un podcast où je voulais apporter ma pierre à l'édifice dans Rebelle du genre, j'ai à nouveau commis cette erreur. Donc encore une fois, j'en suis désolée. J'ai hésité à effacer le podcast et finalement, je pense que tu as eu raison de me le dire, Blandine. Bah, c'est peut-être bien aussi de reconnaître ses torts et de permettre aux gens de voir que bah, que c'est pas linéaire la pensée, qu'elle évolue et que
et qu'on peut continuer à s'informer et à changer d'avis autant de fois que nécessaire. Donc voilà, une fois ça dit, on va pouvoir rentrer dans le dur. Oui, merci beaucoup Mélissa pour cette honnêteté. Alors, tout le monde fait des erreurs, tout le monde. Je veux dire, c'est le propre des êtres humains et des êtres humaines. On fait des erreurs de bonne foi. Je dirais c'est pas grave. Je dirais même que au contraire, c'est ce qui nous permet de progresser. On fait des erreurs, puis on se rend compte, on progresse. On affine notre pensée, on confronte nos idées avec les idées d'autres personnes et parfois on change d'avis. Et c'est la vie. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas la même personne qu'il y a, par exemple, 5 ans. On pouvait me tenir un discours comme les personnes qui se prostituent, c'est leur choix, etc. Et moi, je n'avais pas nécessairement d'arguments par rapport à ça. Il y a plein de sujets sur lesquels eh ben, il faut avoir une pensée complexe. Et d'ailleurs, on est dans une société où justement les choses vont très 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 vite. Il faut avoir tout de suite un avis sur tout. On doit être des experts dans tous les sujets. Et là, le nombre de personnes qui sont probablement docteurs en biologie évolutive explose. Enfin, merci Mélissa d'avoir accepté de laisser ton témoignage précédent. Parce qu'en plus, tu dis, bon, voilà, il était pas bon, tout ça. Non, 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 il est brillant ton témoignage. Il a fait pleurer des centaines de femmes avec ton slam garçon. Enfin, je veux dire, ce que tu racontes, on peut pas résumer et limiter ton témoignage précédent à l'erreur que tu as commise au sujet de Caster Semenya, hein. Il est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus riche, et il a énormément de valeur. En tout cas, moi, je pense qu'il m'a énormément enrichi, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que ton slam les avait énormément émus. Donc, stop. Voilà, on s'est trompé. Moi, je t'ai écouté et puis on était de bonne foi. J'ai publié aussi. Maintenant, c'est bien aujourd'hui de revenir sur cette question-là parce que effectivement, la question se pose aujourd'hui avec des personnes intersexes qui combattent contre des femmes en boxe, donc au risque bien sûr de commettre des dégâts très importants, hein, puisqu'il y a un écart de puissance absolument phénoménal entre les femmes et les hommes, en particulier sur le haut du corps. Donc, on va engager une conversation à trois, en fait, avec Audrey A, qui a un site internet auquel vous pouvez vous abonner parce que c'est brillant, parce que c'est une pensée extrêmement riche, très fouillée, toujours très, très pertinente. C'est audreyard.substract.com. Merci Mélissa. Allez voir ce que produit Audrey. Elle a également coécrit avec Nicolas Cazot un livre sur la question trans qui s'appelle Né dans la mauvaise société, qui est également un recueil vraiment brillant, up-to-date, de tout ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui sur la transidentité. Voilà, donc Audrey, on lui a posé des questions. Elle sera pas en direct, mais on lui a posé des questions et on intercalera ses réponses avec la conversation qu'on va avoir avec Mélissa. La première question qu'on lui a posée, c'était par rapport à Caster Semenya. L'idée déjà, c'était de dire que en fait, aujourd'hui, ce qui circule au sujet de Kelif notamment, mais aussi de Caster Semenya, ce qu'on voit passer beaucoup, c'est qu'elles seraient prétendument des femmes qui produisent plus de testostérone que les autres. Elles seraient ce qu'on appelle des femmes hyperandrogènes. Et la vérité, c'est qu'elles ne sont pas du tout des femmes hyperandrogènes et que c'est à ne pas confondre avec des intersexes mâles qui, dans ce cas précis, souffrent de ce qu'on appelle un déficit 5-alpha réductase. Donc ça, Audrey va l'expliquer, mais en gros, c'est ce qu'on appelle un DSD en anglais. Donc c'est un trouble du développement d'ordre sexuel. Donc c'est une anomalie et qui touche notamment les organes génitaux externes et qui peuvent faire qu'à la naissance, effectivement, on les assigne, et c'est peut-être le seul cas où on assigne des personnes au sexe femelle, alors qu'en vérité, ils sont mâles et ils le comprennent très bien à la puberté, en fait. Donc maintenant, on va laisser Audrey s'exprimer sur la présence de ces fameux mâles 5-ARD dans les compétitions sportives des femmes. Et également, elle va développer un point sur le fait d'ignorer ou pas sa condition en ce qui concerne Caster Semenya. Bonjour rebelles du genre, je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, qui n'est pas nouveau, hein. C'est un scandale auquel on a déjà assisté, qui a été révélé d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Ça se passait dans la cour du 800 mètres et on a eu trois hommes, en fait, trois mâles XY
atteint d'une différence de développement sexuel dite un déficit en 5-alpha-réductase. Donc ces 3 mâles ont fait le podium, ont remporté les podiums. Alors, cette différence de développement sexuel, elle a la particularité qu'elle ne cause pas de problème de santé aux personnes, aux mâles qui en sont atteints. C'est simplement qu'ils naissent avec des organes génitaux ambigus, que leurs testicules sont à l'intérieur. Seulement, ils ont le Y, le chromosome Y, avec un gène SRY actif qui déclenche la puberté masculine tout à fait normale. Donc, ils ont vraiment une physiologie et un corps, un avantage masculin. Ce sont des hommes. Alors, qu'en est-il pour Khelif? Ça, je vais en venir après. En attendant, Caster Semenya, qui est le plus connu, c'est su, c'est affirmé, il a ce karyotype. On peut douter de sa bonne foi. Dans l'affaire de Caster Semenya, comme dans l'affaire avec Khelif et Lynn, on remarque énormément de sympathie et d'empathie qui vont vers ces athlètes, qui vont vers Caster. La pauvre, elle a grandi dans un pays arriéré où on ne savait pas ce que c'était, etc. Soit, peut-être, admettons. En attendant, quand vous voyez les interviews de Caster Semenya aujourd'hui, il dit littéralement, et il s'exprime de cette manière-là, oui, donc j'ai un avantage physiologique, mon Y me confère un avantage physiologique. Et il dit, so what? So what? Qu'est-ce que tu vas faire? Il en a absolument rien à faire. Il est au courant de ce qu'il est. Et comme les organes athlétiques, le CIO permettent à ces athlètes de concourir, eh ben, so what? C'est légal. Dans une autre interview, vous pouvez aussi le voir dire ainsi, de cette manière, avec désinvolture et nonchalance, mes testicules internes, don't make me less of a woman. Mes testicules internes ne font pas de moi, ne font pas moins d'une femme de moi. Enfin, donc voilà, on en arrive à ce genre d'absurdité. Donc pour résumer, Caster Semenya, c'est donc une femme avec un karyotype d'homme, avec un chromosome Y d'homme, avec un gène SRY actif d'homme, qui a traversé une puberté. Donc c'est une femme qui a traversé une puberté masculinisante d'homme, et c'est donc une femme avec un corps d'homme de femme. Voilà. Est-ce que cela vous paraît, juste? Donc, Caster et les hommes comme lui, donc qui ont ce DSD, qui encore une fois n'entraîne pas de problème de santé, qui ne demande pas de traitements hormonaux pour empêcher une ostéoporose ou des problèmes cardiaques, comme c'est le cas avec le DSD du syndrome de Swyer. Donc, ces hommes en parfaite santé, sauf que ils ont des testicules internes, parfois elles descendent, parfois pas, et des micropénis, voilà. Ils concourent contre des femmes. Et dans le cas de la boxe, c'est particulièrement dangereux, puisqu'on sait que la force de frappe d'un homme entraîné est quand même de 160% supérieure à celle d'une femme entraînée. Oui, donc Caster Semenya est un homme, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, j'ai lu il y a peu de temps que Caster Semenya venait d'être père de son deuxième enfant. Il faut quand même savoir que c'est lui qui l'a mise enceinte. Alors oui, dans un parcours PMA, certes, mais c'est quand même lui le père. C'est lui qui fournit les gamètes, quoi. Et en fait, non, visiblement, ça suffit pas à remettre en question le fait que potentiellement, il n'est pas une femme. Donc, moi, j'interroge quand même la complaisance des médias. Alors, à minima, la complaisance, pour sûr aussi la paresse intellectuelle, parce que visiblement, le travail journalistique nécessaire pour écrire un article sur un sujet n'est pas fait comme il se doit. Et ça me pose beaucoup de questions parce que je vois en ce moment, par exemple, beaucoup de désinformation, de fausses informations qui circulent. Alors, à la fois de médias, Mediapart, par exemple, qui a sorti un article hallucinant où on se dit, mais en fait, les gars, vous faites pas le boulot. Et puis aussi de gens très connus, très suivis, qui sont des journalistes et qui, pareil, répandent de fausses informations. Donc, à la fois, ils nous accusent, nous, d'être sexistes, voilà, et puis de surcroît d'être racistes. Lol. Ouais, non, c'est hallucinant. Ce qui est effarant, surtout dans cette actualité brûlante, c'est de voir que toutes les femmes qui, comme nous, ou toutes les personnes d'ailleurs qui, comme nous, avançons des arguments,
solides, fondées, qui allons chercher des études scientifiques, qui nous appuyons sur des données biologiques dans une espèce de quête d'honnêteté intellectuelle, et ben c'est nous qui sommes taxés d'extrême droite, c'est nous qui sommes taxés de flirter avec les stéréotypes de genre, c'est nous qui sommes taxés de faire des procès de virilisation aux femmes athlètes, alors que ça fait des années qu'on lutte contre les stéréotypes de genre et que on a envie que les femmes sportives puissent exister sans avoir à être en permanence dans des injonctions à la féminité. Donc c'est un peu délirant. Et cet amalgame qui est fait sciemment, pour moi, c'est un amalgame qui est fait sciemment, qui a vraiment la volonté de semer le trouble et l'ambiguïté, bah, ça pose question quand même sur leurs intentions profondes, je veux dire. Oui, tout à fait. D'autant que justement, on est les premières à accepter le fait de pouvoir se tromper, à remettre en question, à questionner les choses qu'on croit savoir et essayer vraiment d'avoir une démarche la plus scientifique, la plus objective possible, quoi. Mm. Vraiment. Donc, à Audrey maintenant. Mais c'est même complètement raciste d'insinuer que l'on ne saurait plus reconnaître une femme dès lors qu'elle n'est pas blanche. Ça aussi, c'est absolument fascinant. Enfin, donc les femmes non blanches ressemblent à des hommes alors. C'est incroyable. Il faut vraiment préciser que Lynn et Khalif n'ont pas été testés sur leur niveau de testostérone. Déjà, être une femme, c'est pas un niveau de testostérone. Non, c'est le test, c'est vraiment le test génétique sur le gène SRY qu'ils possèdent, tous les deux. Alors, certes, ça doit être très compliqué d'avoir été élevée en tant que petite fille, puisque c'est lié à tous les stéréotypes sexistes possibles. Donc, il y a une éducation genrée par rapport à ça. Mais l'expression assignée femelle à la naissance, elle n'a de sens que dans ces cas-là, lorsque justement on ne peut pas observer le sexe, lorsque on ne sait pas si le bébé naît avec un clitoris hypertrophié ou si c'est un micro-pénis, on ne comprend pas ce qu'on voit et à l'époque on ne peut pas faire les tests génétiques on the spot comme ça. Alors maintenant certainement ça devrait moins arriver, mais dans ces cas-là, eh bien, on va assigner un sexe. Et quand il y a une malformation micro-pénis, étant donné qu'on est dans une société patriarcale, bah oui, non, c'est un non-homme, c'est pas un vrai homme, donc ça va être une fille. Donc ils sont assignés filles à la naissance. Et lorsqu'on dit oui, leur passeport, leur papier d'identité, il y a marqué qu'ils sont nés femelles, oui, bah, dans ces cas-là, c'est le seul cas où cette expression a un quelconque sens. C'est dans ces cas précis que l'expression de assigner un sexe à la naissance existe. C'est pour ce cas-là qu'elle existe seulement. Si vous prenez par exemple la championne du monde de boxe, Khadija Mardi, championne du monde poids lourd, elle est massive. Elle est vraiment massive. Et pourtant, ben, c'est une femme, voilà, c'est une femme, c'est une athlète musclée, une boxeuse qui a enfanté 3 enfants, 3 filles, si je me souviens bien. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec la présentation féminine ou non. Ça a à voir avec le fait d'avoir une musculature d'homme, un cou, une force, une résistance, une ossature, des poumons. C'est ça la question. Ce n'est pas ressembler à une femme ou pas. Ça veut rien dire. Ça, c'est n'importe quoi. C'est le fait d'être un homme ou d'être une femme. Et c'est une réalité. C'est une réalité physique. Vous ne frappez pas rose avec votre identité de genre. Vous ne frappez pas avec vos bons sentiments. Vous frappez avec votre corps physique. Et puis, bah, il y a un point qui me semble important sur lequel tu peux nous éclairer, Audrey, c'est la prévalence de ces mâles qui souffrent du déficit 5-alpha-réductase, la prévalence de ces mâles dans la population générale, en comparaison avec la prévalence de ces mâles dans la population sportive de haut niveau. Parce que j'avais lu ça dans un de tes articles et le chiffre me paraît assez éloquent et je trouve que ça en dit long un peu sur notre société actuelle en fait. En fait, ce que ça dit de notre société, c'est quand même ça nous interpelle parce que ça veut dire que finalement, la surreprésentation, enfin, c'est même plus, je sais même pas si on peut utiliser le terme surreprésentation tellement c'est incroyable. Ça fait vraiment passer le bien-être de quelques hommes par-dessus les performances sportives de la totalité des femmes. Comme si, en fait, il fallait que tous les hommes soient meilleurs que toutes les femmes et que si jamais il y avait un homme qui, pour une raison X ou Y, concourt contre les femmes, il fallait absolument qu'il gagne. Alors,
Moi, en fait, ça me fait penser aussi aux statistiques des personnes trans en prison. On peut pas dire que toutes les personnes trans sont forcément des criminels ou les hommes trans, en fait. Hein, il faut utilisons les vrais mots. Les hommes trans sont des criminels ou des violeurs. Simplement, si la plupart de ceux qui sont trans et qui sont des violeurs vont dans les prisons pour femmes, eh ben, ils représentent une part bien trop importante des prisonnières. Et ben, c'est la même chose dans le sport. En fait, on commence à avoir des statistiques qui n'ont plus aucun sens, tout simplement parce qu'on fait passer le sentiment de ces quelques hommes devant la valeur, le bien-être, les performances, etc., l'avenir de toutes ces femmes. Oui, Par exemple, le fait qu'aujourd'hui au Canada, il n'y a plus un seul record d'haltérophilie qui soit détenu par une vraie femme. Enfin, c'est quand même incroyable. oui, et ce qui interroge aussi beaucoup, c'est que finalement, ok, ils ont été mal assignés à la naissance. Ok, ils ont été socialisés comme des petites filles et comme des filles. Mais à l'adolescence, quand ils voient très bien les changements qui se passent dans leur corps, est-ce que finalement de les ignorer ou de faire comme si ça n'existait pas, c'est déjà un peu une forme de misogynie, tu vois. C'est-à-dire, bah, je sais très bien au fond que je suis un garçon. Alors peut-être j'ai eu un trouble du développement et ça n'a pas été facile à gérer, ça je veux bien comprendre. Mais je suis un garçon, je le sais pertinemment, et pourtant je vais m'autoriser à aller taper des femmes. Je vais m'autoriser à aller écraser, piétiner des femmes dans les compétitions sportives. Pour moi, c'est ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est de la misogynie profonde, quoi. Il faut quand même préciser par rapport à la représentation, la surreprésentation des athlètes mâles atteints du DSD 5-ARD dans les compétitions sportives. Les chiffres que nous avons datent de 2014, sachant qu'il y a quand même de plus en plus de DSD. On ne sait pas si c'est par rapport aux perturbateurs endocriniens ou à tout un tas de circonstances environnementales changeantes. Mais en tout cas, les chiffres qu'on a datent d'il y a plus de 10 ans, donc en 2014. C'était justement dans le cadre de l'argumentation contre les règles de suppression de la testostérone, en disant ah ben, ça sert à rien, c'est pas la testostérone le problème lorsqu'on a des mâles en face dans les compétitions sportives. En fait, c'est pas là pour le coup, c'est pas réduire la testostérone, ça va rien changer lorsqu'on est face à un mâle qui a traversé une puberté masculine normale, tout à fait normale et qui est en bonne santé et qui est voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le DSD, les 5-ARD, ça ne cause pas des problèmes de santé. C'est juste une question d'apparence des organes génitaux. Donc, ces naissances-là, dans la population générale, sont inférieures à une naissance sur 20 000. Tandis que dans le sport, catégorie féminine, on va les retrouver représentant une athlète pour 421. Vous vous rendez compte de la différence de ratio. Donc, ces mâles, sont vraiment surreprésentés parmi les athlètes féminines. Et il y a un avantage financier, c'est du business tout ça. Donc Audrey, ce qui peut être intéressant d'aborder comme point, c'est peut-être la prévalence des cas de mâles qui ont un déficit 5-alpha-réductase, la prévalence de ces mâles dans la population au global et la prévalence de ces mâles dans les compétitions sportives. Parce que j'avais lu ça dans un de tes articles et je trouvais que c'était assez éloquent. Et je trouvais que ça en disait beaucoup aussi sur notre société. On voit fleurir sur Internet des espèces de théories du complot russe avec l'International Boxing Association. Et bon, c'est complètement farfelu. Le fait est que le CIE et l'IBA sont en bisbille depuis longtemps parce que l'IBA avait refusé de disqualifier des athlètes russes. Pourquoi aurait-il fallu qu'elle ait disqualifié? Parce que politique internationale, la Russie et Poutine sont méchants, donc on veut pas des athlètes russes parmi nous. Oui, bon, c'est un peu léger quand même. Une remarque, c'est que l'IBA ne ment pas, au moins ne ment pas sur les sexes de ces boxeuses. Voilà, ça c'était le premier point. Alors, l'autre absurdité qu'on rencontre en ce moment sur Internet, c'est que l'IBA aurait disqualifié Lynn et Keliv, aurait dit qu'ils ont des chromosomes Y, parce qu'ils ont battu des boxeuses russes, et que l'IBA est pro-russe. Vous me suivez? Voilà, au championnat de 2023.
Alors qu'en fait, non, il y a qu'une Russe qui a remporté une médaille. Khelif, elle a vaincu une Thaïlandaise. Lin a décroché le bronze face à une Bulgare. Euh, dans, dans leur combat, enfin dans la programmation, ils n'étaient même pas destinés à affronter des boxeuses russes. Donc tout ça, c'est absolument, oui, c'est fantaisiste. Et c'est même pas les Russes qui ont remporté le plus de médailles, c'est l'Inde et la Chine. Puis le point le plus important quand même, c'est que Lin et Khelif peuvent arrêter cette affaire. C'est très simple. Il leur suffit de dévoiler les résultats de leur analyse. Ah oui, c'est privé, c'est confidentiel. Non, on n'est pas dans le privé, là, on est dans du politique, on est dans des Jeux Olympiques, là. C'est important. Donc ils pourraient éteindre l'affaire d'un seul coup, en dévoilant et en prouvant qu'ils sont bien des femmes, en prouvant leur karyotype. Mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils le font pas. Ils ont eu la possibilité au championnat du monde de 2023 de contester les analyses, mais ils ne l'ont pas fait. Alors Khelif, il a d'abord fait appel, mais il a vite retiré son appel. Demandez-vous pourquoi. À l'époque, c'était aussi le tribunal d'arbitrage, hein, le TS, qui avait rendu public les informations sur Caster Semenya. Alors, on sait que c'est un homme atteint de 5 ARD, mais les grands médias et puis lui-même continuent à dire qu'il est une femme. So what? Soyez ragés, enragés. Je fais ce que je veux. Je m'en fous, je gagne tout et je suis papa et c'est super, voilà. Donc, Lin et Khelif peuvent mettre un terme à l'affaire s'ils le veulent. Mais le fait est, la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est que ils savent ce qu'ils sont. Alors ça doit être très dur, tout ça, oui, on peut pleurer sous les chaumières, mais là on est dans une question politique, on est dans une affaire importante. Il y a la sécurité des femmes qui s'affrontent, qui compte. Il est quand même important d'insister que Lin et Khelif auraient pu faire appel sur leur disqualification face au tribunal arbitral du sport. Et qu'ils ne l'ont pas fait, parce que s'ils l'avaient fait, ça aurait encore plus rendu public l'affaire. C'est comme ça que Caster Semenya a vu son DSD rendu public, en fait. Donc c'est ça qui aurait résulté de leur appel. Réfléchissez bien à cela. Je voudrais conclure sur le mouvement médiatique là qu'on peut constater aujourd'hui. Alors, on entend parler de vagues de harcèlement de Khelif et Lin. Enfin, nous, on voit surtout une vague de soutien immense, et comme c'était déjà le cas avec Caster Semenya, hein, le même qui nous nargue dans ses interviews et qui nous prend pour des imbéciles. Hein. Et puis, je lui donne raison, hein, parce que, après tout, il a raison. Donc, on voit les femmes et les féministes qui apportent un soutien immense à ces mâles XY. Enfin, les pauvres, ils ont grandi en pensant être des petites filles. Oui, puis ils ont traversé une puberté masculine qui leur donne un avantage physique important sur les femmes. Et elle est passée où, là, leur socialisation féminine? Nous, on est censé, je sais pas, faire passer les sentiments, le bien-être des autres avant nous. Et là, pourtant, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des corps d'hommes complets et qui persistent à vouloir cogner les femmes sur le ring et qui n'ont absolument rien à foutre de leur sécurité. Mais enfin, je sais pas, les gars, vous frappez pas avec votre identité de genre, ni avec vos bons sentiments, là, vous frappez avec votre corps de XY et SRY masculin partout. Et il y a absolument personne qui a d'empathie pour les femmes qui ont bravé les stéréotypes sexistes jusqu'à devenir des athlètes professionnelles, des boxeuses. Ces femmes athlètes qui n'ont rien à foutre d'avoir l'air féminine. Avoir l'air féminin, hein, ça, en fait, ça se travaille parce que c'est pas naturel, c'est une construction patriarcale. Donc toutes ces femmes qui se sont entraînées, qui ont cru et qui se retrouvent avec des mâles aussi entraînés qu'elles, donc avec une ossature, un cardio, un physique plus performant, plus impactant, et qui gagnent leur médaille. Personne qui s'identifie à ces femmes, qui se mettent à leur place en fait. Tout l'empathie, c'est de l'empathie là, c'est tout de suite vers je sais pas, c'est comme si ces femmes elles savaient elles sentaient finalement qu'il s'agissait de mal quoi, puisque elles ont aucune empathie pour les autres femmes, enfin pour les femmes, pour les femmes tout court. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt nous qui sommes cyberharcelés, quoi. Nous, les féministes qui usons d'arguments scientifiques, qui fournissons aussi, enfin moi je sais bien, j'essaye quand même de donner de la matière, donc quand j'avance quelque chose, je mets un lien en story vers un article scientifique donné, et j'ai bien vu que par exemple à la suite de stories que j'ai faites pour informer sur le sujet du 5-alpha réductase notamment, j'ai eu un nombre de désabonnements mais hallucinant quoi. Donc finalement, notre parole, elle est non seulement pas écoutée, mais elle est carrément censurée. On a l'impression qu'on est en train de dire un truc abominable, quoi, alors qu'on dit juste la vérité. C'est fou, hein?
Ouais, c'est complètement fou. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de Mélissa pour compenser, déjà pour commencer. Et c'est vrai que tout ça, ça nous fait dire quoi? Ben que on va plaindre davantage des hommes qui, pendant un moment de leur vie, vont être obligés de vivre comme des filles et comme des femmes, les pauvres, peu chers, plutôt que des femmes qui sont obligées de vivre comme des femmes toute leur vie. Hein, donc on voit très bien dans quel sens va la sympathie, comme dit Audrey, l'empathie du grand public. Et c'est nous les femmes, et en particulier nous les féministes, qui sommes harcelées parce qu'on dit la vérité, parce que l'ultralibéralisme des Jeux Olympiques, ça fonctionne aussi avec des financements et que ce narratif les arrange parce qu'il y a une grosse machine à pognon derrière. Et donc voilà, tout ça au détriment finalement du bien-être, de la sécurité, parce que là, en boxe, on parle bien de sécurité, et bien sûr de visibilité des femmes et du sport des femmes. Oui, et puis ce qui est fou, c'est que bah, toutes celles qui se disent féministes et qui disent de nous que nous ne sommes pas féministes, elles ne se rangent jamais du côté des femmes, mais massivement. C'est-à-dire massivement, elles ne se rangent pas du côté des femmes. Elles n'ont aucune empathie pour les femmes. Et elles se revendiquent plus féministes que nous, quoi. Je voudrais ajouter une précision par rapport au ratio des hommes 5 ARD dans les sports de compétition à haut niveau. C'est que les 0,02% de naissances avec des différences de développement sexuel, elles concernent tous les types de DSD. Alors que dans les sports, là, le ratio 1 pour 421, ça concerne les mâles dans les compétitions sportives. Vous allez peut-être me dire, oui, mais est-ce qu'il y a des femmes, des femmes XX donc avec hyperandrogénie, parce qu'elles produisent plus de testostérone, ils ont une musculature qui se développe plus facilement. Alors, ouais, sauf que cette condition-là, contrairement au DSD, déficit en 5-alpha réductase chez les hommes, bah ça cause quand même des ovaires polykystiques, ce qui est sacrément douloureux enfin voilà, vous avez aussi des maladies des surrénales avec, vous pouvez avoir un syndrome de Cushing, de l'hypothyroïdie. Bon, ça commence à faire quand même beaucoup là pour du sport de compétition à haut niveau avec des traitements. Après, si je me trompe, si Anna, si quelqu'un peut venir m'éclairer là-dessus, il y a aucun souci, hein. Mais je ferai simplement remarquer ceci, que tout comme aux Jeux Olympiques de 2016, ce qu'on a trouvé, bah, c'est trois hommes atteints de TSD, 5 ARD qui ont rapporté les médailles. Encore une fois, ce DSD ne cause pas de problème de santé et n'est absolument pas incompatible avec du sport de haut niveau. Voilà. Moi, j'ajouterais, Blandine, que justement, Mademoiselle a publié il n'y a pas longtemps, quand je te parle de désinformation, je te parle de ça. Donc, Mademoiselle a publié une espèce d'infographie très malhonnête qui, sur une diapo, disait oui, le taux de testostérone varie d'un individu à l'autre. Et elle donnait en dessous des exemples avec le syndrome des ovaires polykystiques, les intersexes et je sais plus quoi. Mais précisément dans le cas des intersexes, ce qui fait la différence de niveau de testostérone entre les unes et les autres, c'est ce fameux Y, quoi. Donc c'est vraiment, quand je te parle de désinformation, c'est aussi ça. Et en fait, il y a plein de gens qui gobent, qui repartagent, qui se posent pas de questions plus que ça, qui vont pas chercher plus d'informations. Et donc, ça concourt à une espèce de paresse intellectuelle globale que je trouve vraiment effrayante, quoi. Parce que les gens qui repartagent ça, ils le font vraiment de manière ultra péremptoire, en mode, vous les cons qui pensez différemment, vous êtes débiles, quoi. Et moi, je rajouterais aussi quelque chose qui me rend vraiment triste dans cet événement-là. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une grande division, ben, encore des opprimés. C'est encore les femmes qui se divisent. C'est encore les femmes qui vont avoir de la sympathie pour les hommes, qui vont se sentir mal aussi. Et en particulier, je pense à toutes ces femmes qui sont atteintes d'hyperandrogénie, comme à cause, par exemple, d'un SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, qui ont toute ma compassion parce que c'est une maladie qui est beaucoup trop peu investiguée. Forcément, elle ne touche que les femmes. Donc, elle a quasiment pas de traitement. C'est comme l'endométriose, un vrai scandale parce que ce sont des femmes qui sont concernées. Et ces femmes qui ont effectivement des taux élevés de testostérone, elles peuvent se sentir super mal avec la polémique actuelle sur ces deux boxeurs qui sont au courant de leur situation, qui sont donc des tricheurs qui n'étaient pas nécessairement au départ, mais qui aujourd'hui le sont. Donc, je tiens à dire absolument à mes sœurs, à mes amis atteints du SOPK et d'autres problèmes hormonaux,
que ça ne remet absolument rien en cause en ce qui concerne leur féminité. Il y a des femmes qui m'ont dit, mais est-ce qu'un jour on va me dire que je suis un homme parce que j'ai un SOPK? Mais c'est justement parce que tu es une femme qui est un SOPK. Mais oui, mais bien Donc, sûr. et ça me fait vraiment énormément de peine d'entendre ça. Et puis Mhm. d'entendre aussi l'argument, franchement, l'argument du racisme, franchement, on en est encore là, quoi. Non, on doit regarder les choses en face. On a besoin de réfléchir calmement, de se poser, de parler, parce que chaque fois qu'on s'emballe, chaque fois qu'on s'invective, et là, ces temps-ci, j'en prends plein la gueule, mais pas que moi, ben, en fait, la vérité, c'est pas celui qui crie le plus fort. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux à crier que vous allez avoir raison. Je veux dire, contre Marielle Guachel, le gars qui avait le même syndrome dans les années 60 au ski, bah, il a rendu ses médailles longtemps après, mais il les a rendues, tout simplement. En Mhm. plus, lui, il était de bonne foi. Mais il a rendu ses médailles, parce que c'est ça la vérité, c'était un homme. Et la vérité, elle finit toujours par s'imposer. À un moment donné, elle finit par s'imposer. Et c'est pour ça que c'est très important d'être capable de regarder les faits et d'être capable de dire oui, je me suis trompée. Et c'est pas grave de s'être trompé. C'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est quand on sait qu'on s'est trompé, qu'on continue. Là, vraiment, je crois qu'on a vraiment un besoin de vérité, que ce soit par rapport à la question trans, mais aussi par rapport à la question intersexe et en général dans la vie. C'est pas grave de se tromper. Par contre, mentir, là, ça devient très embêtant. Je te laisse le mot de la fin, Mélissa. Écoute, simplement, merci Blandine de m'offrir la possibilité de revenir un peu sur ce que j'ai dit dans le précédent podcast. Merci aussi à Audrey d'avoir accepté de nous éclairer. Je sais qu'elle fait un boulot monstrueux de travail de veille, de rendre accessibles aussi les connaissances scientifiques qui sont parfois un petit peu compliquées pour le grand public. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est très important. Nicolas Cazot aussi le fait. Donc, voilà, je pense que c'est important. Et puis, bah, merci à toi, Blandine, de continuer à faire le boulot malgré tout ce que tu prends dans la gueule au quotidien. On a besoin de femmes comme toi dans ce combat-là. Et puis, j'ai hâte au prochain avec toi. Merci beaucoup. Alors, je tiens à m'excuser aussi de la qualité, hein. Aujourd'hui, je vais faire le montage à l'arrache le plus vite possible parce qu'il y a vraiment une nécessité. Donc, ça risque de pas être d'une super qualité, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui primait, c'était de pouvoir établir des faits. Donc, merci à toutes et merci Mélissa et merci Audrey. Je mettrai sur YouTube des liens vers les articles d'Audrey. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner aussi à son site et à la suivre, ainsi qu'à suivre Mélissa. Merci à toutes. Je voudrais conclure sur le mouvement médiatique là qu'on peut constater aujourd'hui. Alors, on entend parler de vagues de harcèlement de Kelly Feldin. Enfin, nous, on voit surtout une vague de soutien immense, et comme c'était déjà le cas avec Caster Semenya, hein, le même qui nous nargue dans ses interviews et qui nous prend pour des imbéciles. Hein. Et puis, je lui donne raison, hein, parce que, après tout, il a raison. Donc, on voit les femmes et les féministes qui apportent un soutien immense à ces mâles XY. Enfin, les pauvres, ils ont grandi en pensant être des petites filles. Bah oui, puis ils ont traversé une puberté masculine qui leur donne un avantage physique important sur les femmes. Et elle est passée où, là, leur socialisation féminine? Nous, on est censé, je sais pas, faire passer les sentiments, le bien-être des autres avant nous. Et là, pourtant, bah, et vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des corps d'hommes complets et qui persistent à vouloir cogner les femmes sur le ring et qui n'ont absolument rien à foutre de leur sécurité. Mais enfin, je sais pas, les gars, vous frappez pas avec votre identité de genre, ni avec vos bons sentiments, là, vous frappez avec votre corps de XY et SRY masculin partout. Et il y a absolument personne qui a d'empathie pour les femmes qui ont bravé les stéréotypes sexistes jusqu'à devenir des athlètes professionnelles, des boxeuses. Ces femmes athlètes qui n'ont rien à foutre d'avoir l'air féminine. Avoir l'air féminin, hein, ça, en fait, ça se travaille parce que c'est pas naturel, c'est une construction patriarcale. Donc toutes ces femmes qui se sont entraînées, qui ont cru et qui se retrouvent avec des mâles aussi entraînés qu'elles, donc avec une ossature, un cardio, un physique plus performant, plus impactant, et qui gagnent leur médaille. Personne qui s'identifie à ces femmes, qui se mettent à leur place en fait. Tout l'empathie, c'est de l'empathie là. C'est tout de suite vers, je sais pas, c'est comme si ces femmes, elles savaient, elles sentaient finalement qu'il s'agissait de mal quoi, puisque elles ont aucune empathie pour les autres femmes, enfin pour les femmes, pour les femmes tout court. Bon, alors un petit update, parce que pendant qu'on était en train d'enregistrer, de monter l'épisode de ce matin, bah, il y a eu un événement de classe internationale.
puisque, puisque l'Association internationale de boxe a tenu une conférence de presse par rapport au sujet des deux boxeurs qui avaient été disqualifiés lors de tournois de l'IBA. Et pourquoi? Et donc, on se fait un petit retour sur cette merveilleuse conférence de presse, Mélissa? Ouais, bah moi, d'emblée, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été abasourdie par ces journalistes qui ont probablement montré ce qu'il y a de pire dans le journalisme, parce qu'on a vu des journalistes extrêmement belliqueux, des journalistes qui sont arrivés en conférence de presse bourrés d'a priori et qui ont simplement brandi en étendard leurs convictions comme des vérités absolues. Et je me demande ce qui va sortir de tout ça, même si j'ai un petit avis sur la question. Et je me demande comment, en fait, on peut informer les gens quand on vient avec autant d'opinions préétablies et de subjectivité, quoi. Et je trouve ça scandaleux. En plus, ils ont fait preuve d'une mauvaise foi, mais absolument dingue, quoi. Et C'est à chaque fois, incroyable. à chaque fois qu'il y a eu potentiellement des réponses intéressantes, ils ne voulaient pas les entendre. Donc, par exemple, je pense à la question qu'il y a eu sur pour le médecin, où le médecin a dit, bah, je peux peut-être vous préciser la différence entre trans, intersexe et athlète femelle. Le mec a dit, non, je veux pas entendre votre réponse, quoi. C'était quasiment ça. Enfin, c'était fou, quoi. C'était incroyable. Ouais, ouais. Absolument concernante, cette conférence, avec des questions ridicules qui visaient à détourner du sujet. Le médecin de l'IBA, le gynéco-obstétricien spécialiste des fécondations in vitro, a dit, il le savait que ça allait se passer comme ça, il a dit les gens n'ont pas le courage de demander l'information, les gens ne veulent pas avoir à traiter avec cette information parce qu'ils ne veulent pas d'ennui, mais moi je suis là pour dire la vérité. Et la première question qui lui est posée, c'est combien Gazprom finance-t-il votre organisation? Oh, c'était une farce. Alors, le coach, là, c'était le vice-président ou je sais plus exactement lequel c'était, qui rappelait que il était question, en fait, surtout de sécurité des boxeuses et que dans le cadre de la boxe, le sexe est assez déterminant en cette matière. Et donc, il est obligé de recadrer là-dessus. Et il y a quand même une personne, enfin, qui va poser la question, qui va permettre de poser la question. Et là, il y a eu un grand silence quand il a répondu. Oui, on a fait les tests génétiques des tests sanguins dans deux laboratoires différents. Et ils sont revenus mal, c'est-à-dire que ces individus sont mal, avec un cariotype mal. Maintenant, pour savoir exactement ce qui se passe là-dedans, parce que ce que j'ai compris, je ne sais pas s'ils ont identifié exactement le DSD ou s'ils en ont une idée, ou s'il faut d'autres analyses pour identifier exactement, mais normalement avec le test sanguin, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. S'ils ont le cariotype, ils ont le DSD. Hein. Où il expliquait comme ça qu'il fallait une collaboration quand même des athlètes pour ces examens. Bon, apparemment, il y a pas eu suite là-dessus. Ensuite, les autres questions qui ont été posées, c'est une femme qui comprenait rien, qui mélangeait tout, qui venait protester contre le taux de testostérone et qui semblait avoir compris que les examens consistaient dans la mesure du taux de testostérone. Bon, allez, au revoir. Vraiment, tout, ah oui, et il y a une question aussi sur le fait que le président avait traité, je ne sais plus quelle personne de sodomite ou quoi, donc pour faire sortir son christianisme. Donc rien qui ne concernait vraiment le sujet qui est quand même que des corps d'hommes, donc des individus masculins, hein, avec une génétique masculine tout à fait normale. En bonne santé, ne serait-ce que un micro-pénis et des couilles internes. Mais bon, c'est pas ça qui fait l'homme, hein. Ils n'ont rien à faire dans des compétitions sportives contre les femmes, surtout dans un sport de combat ou qui implique des coups à la tête. Et voilà, et en fait, voilà, cette conférence est une vaste farce par le parterre de journalistes où il n'y en a pas un seul qui a osé poser une question compétente. Si au début, il y a quelqu'un. Et donc le docteur avait commencé à leur expliquer la différence. Alors déjà, on va vous expliquer la différence entre qu'est-ce que c'est homme, femme, transgenre et intersexe, parce que je sais que la plupart des gens en fait ne s'y retrouvent pas. Eh ben il a été coupé, il n'a pas pu continuer. Je sais plus avec quoi on l'a interrompu et j'ai jamais pu continuer son explication. Moi, ça m'a sidéré, cette conférence de presse.
parce qu'il y avait des personnes probablement très très compétentes, hein, enfin, de l'association de boxe internationale, à part le président qui était en vidéo Oui. derrière, qui semble être vraiment un gros misogyne, homophobe, etc. Je crois que ça crève un peu les yeux. Mais bon, les personnes qui étaient là, alors j'ai pas trop compris qui c'était, mais il y avait donc apparemment quelqu'un chargé plutôt de tout ce qui était réglementation et formation. Il y avait un médecin et puis la personne, l'homme du milieu, là, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, sans doute quelqu'un aussi, peut-être un vice-président, quelque chose. Je me demande si c'était pas le secrétaire général ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est peut-être ça. Bon, enfin bref, alors ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont chacun restés dans leur cœur de compétences, sauf le président qui est allé divirer sur la Bible, etc. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Et il y avait ce médecin, donc quand même un médecin gynéco spécialisé dans la génétique et donc qui pratique des PMA, etc. Donc manifestement très, très, très au courant de toutes ces questions d'intersexuation. Et c'est lui qui a tenu le discours, je pense, le plus clair. Alors, on sentait qu'il l'a dit, qu'il n'avait pas le droit de trahir le secret médical, même si une ou deux fois il s'est marché dessus en disant il pour parler des boxeurs. Mm. Mais effectivement, il n'avait pas le droit de dire ce sont des boxeurs puisqu'ils n'ont pas les chromosomes XX, hein, clairement. Mais il a dit, vous devez être capable de lire entre les lignes. Et il a posé la question au public en disant, mais écoute, est-ce que vous voulez savoir? Et en Mm. fait, la réponse est non, pas savoir. Et donc, sont arrivées des accusations de corruption, des accusations de transphobie. Après, on a eu une journaliste algérienne qui confondait complètement les hormones et le cariotype. On a eu une Ouais. journaliste chinoise. C'était la foire, la fête du slip, hein, on est d'accord? Du n'importe quoi. C'était honteux. Franchement, c'était honteux. Je sais pas ce qui va en sortir de tout ça, mais moi, j'aurais juste aimé que les gens regardent, en fait. Parce que Ouais. c'est vraiment un cirque et c'est un très bon résumé de la situation, en fait, et de la désinformation à grande échelle qui a lieu en ce moment. C'est-à-dire que Ouais. tout y va de sa petite théorie et de sa petite croyance, comme si c'était voilà, des vérités absolues, vérifiées par tout le monde, alors que Avec c'est l'argument de folie qui était, vous vous rendez compte que vous avez la même position que l'extrême droite, vous ne trouvez pas ça ouais. troublant? Quand on n'a aucun argument, ce qu'on fait, c'est qu'on tape à côté en essayant de discréditer. Hein. Il y Oui, a... mais normalement, les journalistes sont pas là pour apporter des arguments. Les journalistes sont là pour chercher de l'information. Et là, on a assisté. Alors moi, je vous encourage à aller voir, hein. Normalement, ça doit être sur la chaîne YouTube de l'IBA, International Boxing Association, sur YouTube. Donc, c'est en anglais. Mais vous pouvez probablement le voir. Je pense qu'ils vont le laisser. Il y a c'est une chaîne très riche. Il y a plein, plein de choses dedans. Et effectivement, cette conférence de presse, elle était complètement sidérante. Chaque fois qu'on approchait du sujet, il y avait un journaliste occidental, en gros, qui allait poser une question sur la transphobie, sur le caractère religieux ou sur l'homophobie supposée et probablement réelle d'ailleurs du président de l'IBA, etc. Enfin, c'est des sujets complètement à côté de la plaque pour discréditer les personnes qui parlaient. Bah, et la première question sur les salaires, c'est-à-dire la première question que les journalistes posent, que le journaliste pose, il demande ce que touchent les personnes qui sont présentes à ce jour pour la conférence de presse. C'est Quel est le vrai. rapport, quoi? Quel est le rapport avec la choucroute? Et l'autre, la deuxième question sur combien Gazprom a donné. Ouais. C'est épuisant. Cette question Ouais. est fatigante. Bref, on n'est pas sorti d'affaire. Moi, je pense que de toute façon, il y a quand même ce qu'a dit le médecin. Par contre, ça, pour ça, il était très bien. Il a dit il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Dans sa vie, on peut changer d'orientation sexuelle, on peut changer sa vie, on peut devenir riche ou devenir pauvre, etc. Mais un truc qu'on peut pas changer, c'est son sexe. Et, Mm. et il a raison. Et je pense que de toute façon, l'avenir nous dira la vérité. C'est évident que comme on a eu, ça a mis des dizaines d'années quand même pour que Marielle Guachel elle récupère sa médaille d'or dans les années 60. Ben, Mm. un jour ou l'autre, ça reviendra. C'est évident. Je veux dire, le cariotype de ces boxeurs ne peut pas changer. Donc, à un moment donné, il suffit qu'il laisse traîner un mouchoir et que quelqu'un fasse une analyse dessus et on a la réponse. Donc, ça finira par se savoir, c'est évident. Bien Et en sûr. attendant, il y a des femmes quand même qui risquent leur vie. Et ce qui me fait doucement rire aussi, c'est que en fait, on sait très bien qui sont les hommes. Parce qu'en fait, ceux qui ont le soutien, ce sont les hommes.
Parce que là, il y a un journaliste qui vient dire mais qu'est-ce que vous dites à Kelif qui subit tout ce cyberharcèlement, etc. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mais en fait, j'ai envie de leur retourner la question. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire à l'Italienne qui a arrêté son combat au bout de 46 secondes? Quelle pensée, quelle est la moindre fraction de seconde de pensée que vous avez eue pour cette femme? Bah zéro, en fait. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on sait qui est la femme et qui est l'homme. Voilà, exactement. Bon, ben on va se quitter là-dessus. On espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on va probablement devoir revenir encore. À Oui. bientôt. À bientôt. Merci, Blandine. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.